Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette première webconférence du MOOC, de la 9e session du MOOC. Et oui, le temps passe. Nous avons à la fois le plaisir d'y accueillir des nouveaux participants et puis aussi des internautes fidèles qui nous rejoignent. Et je vois déjà que nous avons des bonjours, des bonsoirs de tous les coins de la France. Alors, cette première webconférence du MOOC qui fait suite donc à une webconférence qui avait été dédiée à la situation sur le Covid, eh bien, cette première webconférence porte sur le thème « Qu'est-ce que le myélome multiple ?» Alors, vous êtes très, très nombreux à vous être inscrits. Pardonnez-moi, eh bien déjà plus de 130 personnes qui sont connectées et qui, pour chacun d'entre vous, peuvent interagir de deux manières. Soit, et c'est ce qui s'appelle le chat, vous avez des boutons sur votre droite, donc un bouton qui s'appelle chat, et ce bouton vous permet tout simplement, comme vous le faites, et c'est ce que je vais vous demander, de nous dire un petit bonjour du Lot, de La Rochelle, de Nancy ou d'ailleurs. Voilà, vous avez en dessous eh bien, de votre écran un endroit où vous pouvez rentrer votre message, vous cliquez et puis il est parti. Et je vois que nous avons des gens, même des gens d'Outre-Quiévrin, donc de Bruxelles, du Cantal, de Metz, etc. Bienvenue à toutes et à tous. Donc le chat, n'hésitez pas, vous pouvez aussi parler entre vous, ou bien, si vous avez quelques questions techniques que ce soit, l'utiliser de manière à interagir avec nous et nous aurons plaisir à vous répondre. Et puis, l'autre onglet, c'est l'onglet questions à droite du chat. Eh bien, c'est l'onglet qui vous servira lors de la webconférence à interagir avec nos intervenants qui seront présentés dans quelques instants par Cathy, de la F3N, donc qui est bénévole au sein de la F3N. Voilà pour ce qui concerne les aspects techniques avant de débuter cette webconférence. Donc, près de 150 personnes, j'avais dit 750, nous n'en sommes pas encore là, mais bientôt. Voilà, donc un petit rappel également qui sera évidemment, qui est au cœur de nos, j'allais dire, du mode opératoire de nos webconférences, c'est que bien évidemment, vous pouvez poser ces questions, mais elles n'ont pas vocation, et Olivier Decaux le rappellera, à répondre à des consultations en tant que telles à distance, bien évidemment. Il s'agira alors d'en discuter avec votre médecin hématologue lors de la consultation. Voilà, donc des questions, s'il vous plaît, d'ordre général. Et puis, bien évidemment, rendez-vous sur le MOOC. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà inscrits au MOOC. Donc, ce fameux parcours pédagogique qui vous donne beaucoup d'informations très actuelles et qui ont été actualisées à l'occasion de la journée nationale du myélome. Donc, beaucoup de nouveaux contenus. Et là, je m'adresse en particulier à ceux qui ont déjà fait ce parcours pédagogique. Vous trouvez l'adresse ici que vous pouvez prendre le temps de recopier et que nous mettrons bien évidemment dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le MOOC. C'est aussi, et on en reparlera tout à l'heure, un lieu formidable d'échange avec les tuteurs. Ils sont nombreux, ils sont motivés. Ce sont des patients, ce sont des proches de patients comme vous. Et puis également la possibilité, vous le savez, d'interagir comme on va le faire ce soir avec des professionnels de santé et en particulier des hématologues. Voilà, Cathy, c'est à toi. Merci Hervé. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à cette webconférence qui est donc la seconde webconférence de la 9e session du MOOC, la première ayant été consacrée au Covid-19. Donc vous avez les intervenants qui vont nous accompagner aujourd'hui qui apparaissent sur votre écran. Hervé a déjà pris la parole, donc je vais laisser au professeur Decaux le soin de se présenter. Il le fera beaucoup mieux que moi. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Olivier Decaux, je travaille dans le service d'hématologie clinique au CHU de Rennes. Et voilà, je participe à cette webconférence
sur la présentation de la maladie depuis quasiment la première session, je crois. Donc, je suis ravi d'être là avec vous ce soir, encore une fois. Et Laurent nous rejoint juste à temps, c'est super. Voilà, le docteur Frenzel nous rejoint pile pour se présenter aux personnes qui nous suivent. Ouais. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Laurent Frenzel, je suis hématologue à l'hôpital Necker à Paris. Et puis, je remercie encore la F3M pour donner l'opportunité de participer avec vous, de discuter surtout de la prise en charge du myélome, bien entendu. Et ça fait plusieurs fois que je fais des réunions. En général, je trouve que les retours sont plutôt bons. Et c'est vrai que c'est toujours agréable, en tout cas, de discuter, de répondre aux questions qui sont posées sur le chat. Merci à vous deux. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc, au sommaire de cette webconférence, décidément, quand ça ne veut pas. Vous voulez que je passe à la diapo d'avant? Oui, je veux bien, Bernard, s'il te plaît. Non, c'est bon. Donc, celle-là, pardon, si on fait tous ensemble, celle-là. Voilà. Donc, au sommaire, hop, hop, hop. Non, avant. Donc, au sommaire de cette webconférence, une actualité très, très riche pour cette 9e session du MOOC, puisqu'elle a été complètement modifiée et enrichie. Pour ceux qui ont suivi le MOOC l'année dernière, je pense que vous êtes déjà rendu compte de certaines modifications sur le premier module. Cela va poursuivre et s'accentuer. Donc, nous essayons autant que faire se peut et en grande partie grâce aux médecins de l'IFM, grâce à leur soutien, d'avoir une actualité la plus proche du terrain possible et de vous tenir au courant des dernières innovations, de tout ce qui peut être intervenu. Après un bilan sur cette actualité, la parole sera entièrement donnée au professeur Decaux et au docteur Frenzel pour une présentation du myélome multiple, de ses symptômes, des examens au diagnostic, des différents types, des causes possibles, tous ceux qu'ont pu voir en détail, ceux qui ont démarré le MOOC. Ensuite, il y aura un retour sur les discussions qu'ont pu avoir entre les participants au module 1 et évidemment le tout avec des questions-réponses via l'onglet « Questions » qui apparaît sur la droite de votre écran. Et enfin, une conclusion avant de se quitter pour aujourd'hui. Les actualités de la 9e session du MOOC. Donc, 121 participants inscrits. Nous sommes à l'heure actuelle 175 en ligne, donc plus de personnes sur le web que dans le MOOC. Je ne saurais trop vous encourager à vous inscrire aussi au MOOC que vous pouvez suivre à votre rythme en sautant des passages ou des parties ou des modules qui ne vous intéressent pas, en le suivant en entier si vous voulez vraiment avoir la totalité de l'approche, mais n'hésitez pas à vous inscrire au MOOC qui vous permet de vous attarder, de revenir en détail sur tout ce que vous apprenez au fur et à mesure ou que vous avez pu apprendre pour ceux qui ont suivi les JNM. 76% de patients, 20% d'aidants et 4% de professionnels de santé, avec 25 tuteurs mobilisés qui vous attendent à tour de rôle pour dialoguer, pour répondre à vos questions. Nous avons déjà eu aussi bien des témoignages que des commentaires très émouvants, beaucoup de questions, bien évidemment. Petit rappel, n'oubliez pas dans ce premier module, le 1.4, faire connaissance, présentez-vous, ça permet aux uns et aux autres de savoir qui ils sont, de se reconnaître d'un module à l'autre. N'oubliez pas non plus de remplir l'auto-questionnaire qui vous est proposé dans la partie 1.7 et n'oubliez pas, vous pouvez voir apparaître un onglet sondage à droite de questions.
Hervé Baratz vous propose un sondage que vous pouvez remplir au cours de cette webconférence que nous vous demandons d'avoir la gentillesse de remplir pour que nous puissions en savoir plus sur votre ressenti et vos approches. Enfin, malgré toutes les relectures, le module 2 sur les traitements va démarrer le mardi 2 novembre. Non, pardon, c'est bon, excusez-moi. Et le MOOC reste ouvert jusqu'au 12 décembre. Donc, maintenant, je redonne la parole au médecin pour l'exposé sur la présentation du myélome multiple. Alors, Laurent, habituellement, je fais cette petite partie-là quand je suis avec Cyril, donc j'enchaîne et je te laisserai la parole après. Donc, l'idée, c'est en quelques minutes de vous présenter de façon la plus simple possible ce qu'est cette maladie. Alors déjà, quand on parle de myélome multiple, c'est une maladie maligne de la moelle osseuse, donc un cancer de la moelle osseuse, et qui touche une cellule très particulière qu'on appelle le plasmocyte. Et ce plasmocyte, c'est quoi? C'est un globule blanc qu'on voit en bas à gauche, qui a une forme très particulière et dont la fonction normale, c'est de fabriquer ce qu'on appelle des anticorps. Alors donc c'est un globule blanc hyper spécialisé. Sa fonction, c'est de fabriquer ces protéines qu'on appelle des anticorps, que vous voyez représenter, c'est cette protéine qui est une forme d'Y. Et les anticorps, c'est quoi? C'est un anticorps reconnaît une cible sur des cellules, que ce soit des bactéries, des virus, et donc les anticorps sont là pour se coller sur les virus et les bactéries, qui servent un peu comme des gommettes pour dire à nos globules blancs, attention, danger, il faut détruire. Et donc on parle beaucoup de vaccination en ce moment. Le but des vaccins, c'est de nous faire fabriquer des anticorps contre la Covid, contre la grippe. Comme ça, on a des anticorps dirigés contre ces virus. Si les virus arrivent, les anticorps se collent dessus et nous servent à nous défendre, puisque, comme je le disais, c'est des gommettes qui vont dire à nos globules blancs, attention, danger. Nos globules blancs spécialisés dans la destruction des bactéries et des virus, quand ils voient une cellule passer avec des anticorps dessus, ils savent qu'il faut la détruire. Et pourquoi on parle de cet anticorps? C'est parce que cet anticorps va nous aider à suivre l'évolution de la maladie sur ce qu'on appelle l'électrophorèse des protéines. Je vais revenir tout de suite, c'est le fameux pic. Cet anticorps qui va être produit en excès, on va le voir sous la forme du pic, et je vais revenir sur une diapositive suivante. Alors, un élément pour continuer à parler de cette cellule plasmocyte, c'est que dans la moelle osseuse, c'est l'usine à globules, c'est à l'intérieur de l'os, et en fait, dans cette usine à globules, il y a une cellule qui s'appelle la cellule souche qui va être capable de donner les globules rouges, les plaquettes, les globules blancs. Et donc, cette cellule, elle n'est pas malade dans le myélome, et c'est d'ailleurs celle-là qu'on utilise dans la greffe de cellules souches, l'autogreffe que certains patients ont en première ligne de traitement. Et donc, dans cette moelle, la seule cellule malade, c'est le plasmocyte, qui est un globule blanc hyper spécialisé. Il y a des tas d'autres globules blancs à des stades différents de différenciation qui peuvent donner d'autres maladies de la moelle, mais vraiment dans le myélome, la seule cellule malade, c'est le plasmocyte. Alors, un élément qui est présenté à gauche de la diapositive, c'est l'âge du myélome. Le myélome touche préférentiellement des patients, alors c'est toujours difficile de dire âgés, mais en tout cas, la moitié des patients ont plus de 70 ans. Et c'est une maladie qui touche rarement des patients de moins de 40 ans, même si malheureusement, on en voit au quotidien dans nos services. Alors, je vais revenir sur cette histoire d'anticorps et de pic pour vous présenter un peu ce que c'est cette électrophorèse des protéines. Donc, l'électrophorèse des protéines, c'est le dessin qui est représenté au-dessus, là, avec cette courbe avec différents pics. En gros, c'est une machine qui prend le sang et qui sépare les protéines en fonction de leur taille et de leur poids. C'est comme si dans une classe, on prenait les grands, les petits, on les répartissait par ordre de taille. Et donc, cette machine, elle va répartir les protéines par ordre de taille et ensuite, elle va mesurer la quantité des différentes protéines. Donc là, il y a un premier pic qu'on voit à gauche qui s'appelle l'albumine. C'est la protéine la plus importante du corps humain. Elle est présente en grande quantité dans le sang. C'est la même protéine, donc elle s'accumule au même endroit dans la machine. Et donc, on voit un grand pic qui correspond à la quantité importante de cette protéine. Puis après, on ne va pas parler des alpha 1, des alpha 2, des bêta 2. Ce qui va nous intéresser, c'est les gamma-globulines. Les gamma-globulines, c'est la zone où migrent les anticorps, ces fameuses protéines qui ont une forme d'Y dont je parlais tout à l'heure. Et normalement, quand on n'a pas de myélome, on a plein d'anticorps différents, des anticorps contre la grippe, le tétanos, la rougeole, la rubéole. Et ces anticorps, ils ont des formes et des poids différents, ce qui fait que la taille et le poids de ces anticorps est réparti de façon homogène. Donc, ça donne ce qu'on appelle le dôme des gamma-globulines, c'est-à-dire un truc rond, comme vous voyez ici. Et donc, il n'y a pas d'anticorps en excès. Par contre, quand il y a un myélome, en fait, la cellule de myélome va se mettre comme dans une maladie cancéreuse, une cellule qui devient cancéreuse se multiplie à l'identique, elle donne ce qu'on appelle un clone, c'est-à-dire que la même cellule va se reproduire des milliers de fois, des centaines de milliers de fois, et elle va fabriquer le même anticorps des centaines et des milliers de fois. Donc dans cette soupe d'anticorps, on va voir apparaître un anticorps en excès, le même anticorps qui est reproduit des milliers de fois, et donc cet anticorps qui a la même taille et le même poids, puisque c'est un anticorps clonal, il va se déplacer au même endroit dans la machine, et on va le voir apparaître sous la forme de SPIC, qu'on aperçoit ici en haut à droite. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on va parler tout à l'heure des examens qu'on fait dans le myélome. Il y a l'analyse de moelle qui est un examen important parce qu'il permet d'aller regarder les cellules
à l'endroit où elle se trouve, mais on va utiliser des marqueurs sanguins qui est ce taux d'anticorps qu'on voit sous la forme d'un pic électrophorèse des protéines. Et donc, en fait, quand on voit le pic qui diminue, ça veut dire qu'il y a moins d'anticorps produits, donc il y a moins de cellules dans la moelle. Et à l'inverse, quand le pic augmente, ça veut dire que les cellules augmentent dans la moelle, et dans ces cas-là, on considère que le myélome progresse. Donc ça, c'est un examen qui est vraiment important, qui permet de mesurer la quantité de protéines produites dans la moelle par les cellules tumorales et qui nous permet de suivre l'évolution de la maladie. Après, on va parler un petit peu des symptômes de la maladie. Donc là, je vais vous présenter de façon très schématique les principaux symptômes. Donc à gauche, vous avez un dessin de moelle normale avec des globules rouges, des petites cellules rouges, des globules blancs, des plaquettes. Et puis dans le myélome, en fait, les mauvais globules, les globules blancs plasmocytes, vont proliférer, vont prendre de la place. Et comme la moelle, c'est à l'intérieur de l'os, c'est un espace fermé, et ben, quand il y a beaucoup de cellules anormales, l'usine à globules ne peut pas travailler, et donc on va avoir des baisses des cellules sanguines. Donc on va avoir une anémie, c'est une baisse des globules rouges, on peut avoir parfois une baisse des plaquettes, une baisse des globules blancs. Donc ça, c'est un symptôme qu'on voit assez fréquemment. Et la baisse des globules rouges donne de l'essoufflement, de la fatigue, puisque les globules rouges transportent l'oxygène. Donc quand il y a moins de globules rouges, le myélome peut être révélé par une fatigue et puis de l'essoufflement. La deuxième chose qu'on craint toujours dans le myélome, c'est les atteintes rénales. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, les plasmocytes, les cellules malades, elles fabriquent un anticorps en excès, et très souvent, elles fabriquent des fragments d'anticorps qu'on appelle des chaînes légères. Vous avez vu le Y, là, il est fait de différentes parties, et une de ces parties, c'est les petits fragments qu'on appelle des chaînes légères. En gros, un anticorps, c'est 2 grosses briques qu'on appelle des chaînes lourdes et 2 petites briques qu'on appelle des chaînes légères. Et il y a souvent un excès de chaînes légères qu'on peut doser dans le sang, et ces chaînes légères qui sont toutes petites, elles peuvent passer dans les urines, parce que le rein, c'est un filtre qui laisse passer les petites protéines. Et donc, c'est pour ça qu'on embête les patients avec des analyses urinaires, parce que les chaînes légères, quand il y en a en excès dans le sang, ça, c'est un dessin qui représente un bout de rein. Ben, ces chaînes légères, elles peuvent passer dans les urines, alors que l'anticorps, lui, ne passe pas. Et on va les voir dans les urines. Et pour nous, c'est important parce que ça mesure le risque d'insuffisance rénale. Je vais vous expliquer comment le rein peut moins bien marcher dans ce cas-là. En fait, quand il y a beaucoup de protéines chaînes légères dans le sang, il y a beaucoup de protéines chaînes légères qui passent dans les urines. Et à ce moment-là, c'est comme si vous avez des enfants qui jouent avec un tuyau, du sable et de l'eau, ben, s'ils mettent beaucoup de sable dans le tuyau et pas beaucoup d'eau, donc s'il y a beaucoup de chaînes légères dans les tuyaux des reins, ben, ça va les boucher, ça va former des cristaux qui vont boucher les tuyaux des reins, et ça va donner ce qu'on appelle de l'insuffisance rénale. Les reins ne fonctionnent plus comme il faut. Et malheureusement, les reins ne font pas mal quand c'est ce type d'atteinte des reins. Ce qui fait mal, c'est quand il y a des calculs dans les reins. C'est pas le cas du tout. Là, on est vraiment dans le rein lui-même, des protéines qui vont boucher les tuyaux des reins, et donc ça fait pas mal, mais par contre, ça va donner de l'insuffisance rénale, c'est-à-dire qu'on voit dans le sang le mauvais fonctionnement des reins. Donc ça, c'est une des complications du myélome. Quand il y a beaucoup de chaînes légères, c'est pour ça qu'on mesure dans les urines, parce que ça permet d'évaluer le risque rénal. Ces chaînes légères peuvent se précipiter et se bloquer les reins. Et ça, c'est un risque de complication du myélome. Donc voilà. Ensuite, la troisième complication qui nous embête aussi beaucoup dans le myélome, c'est les atteintes osseuses. Alors l'os en lui-même n'est pas malade, parce que les cellules de l'os sont normales dans le myélome. Le myélome, c'est une maladie de la moelle osseuse. Mais dans nos os, on a de façon physiologique des cellules qui fabriquent de l'os et des cellules qui en détruisent. Donc des cellules qui font de la résorption osseuse, d'autres qui en fabriquent. Et dans le myélome, il y a une accélération des cellules qui en détruisent et un ralentissement des cellules qui en fabriquent. Le myélome dérègle le fonctionnement de nos os, et donc ça fait apparaître des lésions osseuses qu'on voit sur les radios. Alors maintenant, on fait de moins en moins de radios, mais en haut à droite, vous avez une radio d'un bras où vous voyez une zone qu'on appelle une lacune, c'est-à-dire une zone noire qui correspond à une fragilité osseuse. Et vous voyez sur le côté, sur les deux côtés de l'os, on voit des zones assez épaisses qui sont la partie dure de l'os. Si vous avez mangé de l'os à moelle, vous voyez, l'os, c'est assez dur. Ben, le myélome, il va fragiliser cette partie dure de l'os et ça peut donner, dans certains cas, des fractures osseuses. Dans la majorité des cas, heureusement, on découvre les lésions avant qu'il y ait des fractures, mais c'est vraiment un élément qu'on va rechercher parce que ces lésions nous font pas mal jusqu'au jour où il y a une fracture qui peut apparaître. Ces lésions, on peut en voir au niveau des vertèbres. Donc, en bas à gauche, vous avez une vertèbre prise en scanner qui est quasiment normale. On voit des tout petits trous, un petit peu, mais vraiment tout petits. Et puis, par contre, au milieu, vous avez une vertèbre qui est complètement abîmée par la maladie. Et vous imaginez bien que les vertèbres, c'est quand même la partie dure du dos qui nous permet de tenir droit. Ben, quand cette partie est très fragilisée par le myélome, elle peut casser, donner des tassements de vertèbres. Et ça peut, dans certains cas, même aller embêter ce qu'on appelle la moelle épinière, le gros cordon électrique qui part du cerveau et qui va vers les jambes. Et chez certains patients, on peut avoir des paralysies des jambes liées à cette compression de la moelle épinière. La dernière image, c'est au niveau du bassin. Là, c'est au niveau de l'os de la fesse. Vous voyez une zone qui est complètement abîmée par la maladie, là aussi. La quatrième complication, je vais revenir sur ces diapos, c'est une augmentation du calcium. Quand on détruit de l'os, on libère du calcium. Donc, on peut avoir une augmentation du calcium dans le sang. Ça peut donner des douleurs abdominales, ça peut donner un peu de confusion aussi. Et c'est des choses qu'on voit donc, dans la présentation du myélome. Donc ça, c'est les 4 grosses complications du myélome. C'est les principales et c'est vraiment là-dessus qu'on va se baser, nous, pour essayer de comprendre la gravité du myélome, voir un peu quelles sont les complications. Pour terminer, il y a 2 choses encore.
Alors, j'ai parlé du pic avec cet excès d'anticorps. Alors, vous verrez qu'il y a différents types. Vous avez, si on regarde les différents patients, il y a différents types d'anticorps. Il y a d'anticorps qu'on appelle des immunoglobulines G, des A, très rarement des D ou des E, peu importe. Ça, c'est une caractéristique du myélome qui va nous aider à le suivre, mais ça ne va pas changer grand-chose dans l'histoire et dans le traitement. C'est une caractéristique qui nous aide à dire, bah voilà, le patient est en train d'évoluer dans le bon sens. On suit quand c'est un anticorps de type A. On a besoin de voir s'il est toujours là dans le sang avec certains examens dont on parlera peut-être tout à l'heure qui s'appellent l'immunofixation. Mais pour la gravité du myélome, ça ne change pas grand-chose. Il y a certains myélomes qui n'ont pas de pic à l'électrophorèse, qui ont au contraire une baisse des anticorps et qui ont par contre un excès de chaîne légère, c'est-à-dire que la cellule est tellement malade qu'elle ne fabrique plus d'anticorps. Là aussi, ça ne change pas grand-chose dans la prise en charge puisque c'est des patients qui ont peut-être plus de risque d'atteinte rénale, mais la prise en charge est la même, c'est les mêmes traitements, les mêmes chimios et la même surveillance, si ce n'est qu'on se base beaucoup plus sur le dosage des chaînes légères que sur l'électrophorèse puisqu'elle ne nous aide pas. Et puis dans certains cas, très rares heureusement, il y a des myélomes qui ne sécrètent pas d'anticorps et ceux-là sont difficiles à suivre parce qu'on n'a pas de marqueurs sanguins ou urinaires pour nous aider. Alors, on va parler tout à l'heure avec Laurent, je pense, dans les questions qui vont arriver, de tous les examens qu'on fait. Donc, il y a l'électrophorèse des protéines, c'est le dessin que je vous ai montré avec les pics. Celui-là, il est vraiment important parce que dans 80% des cas, on va suivre l'évolution du taux d'anticorps sur cet examen-là. Donc, cet examen, il est important. On va se baser aussi sur les analyses des urines, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, les chaînes légères passent dans les urines et c'est vraiment important pour nous de voir quelle est la quantité de chaînes légères dans les urines pour évaluer d'abord la réponse, mais aussi le risque d'atteinte rénale. On a un test sanguin de dosage des chaînes légères dans le sang, donc ça, c'est très utile. Malheureusement, il n'est pas remboursé en ville, donc c'est un dosage qui est difficile à utiliser en ville, mais qu'on peut utiliser. On va vous embêter souvent avec des ponctions sternales ou au niveau de la fesse, faire ce qu'on appelle un myélogramme, c'est-à-dire une aspiration de la moelle osseuse pour analyser ce qui se passe à l'intérieur, donc soit au diagnostic, soit parfois au moment de la chute, mais aussi au cours de l'évolution pour voir, quand il n'y a plus de marqueurs sanguins, quand il n'y a plus d'anticorps dans le sang, pour voir ce qui se passe dans la moelle. On a besoin de savoir s'il reste des cellules anormales dans la moelle. Et puis, bien sûr, il y a des examens sanguins de routine. On regarde les globules, on regarde le rein, on regarde le calcium. Et puis, on fait des examens d'imagerie parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des lésions osseuses et ces lésions osseuses, elles peuvent être asymptomatiques. Donc, c'est vraiment important de faire des examens. Alors, en fonction des centres, on fait soit un scanner osseux corps entier, soit une IRM, soit des TEP scanners, soit les deux. Ça dépend vraiment de ce qui est disponible sur site. Il n'y a pas un examen qui est meilleur que l'autre. Ce qui compte, c'est d'avoir des médecins qui utilisent des examens qui sont disponibles et qui sont faits par des radiologues qui connaissent l'examen. Donc, en fonction des centres, moi, chez Carène, on fait beaucoup de scanners osseux. À Nantes, ils font beaucoup de TEP scanners. Dans d'autres centres, ils font beaucoup d'IRM. Peu importe, l'essentiel, c'est qu'on réponde à la question, est-ce qu'il y a des lésions osseuses? Est-ce qu'elles sont à risque de fracturer? Auquel cas, il faut, dans ces cas-là, parfois mettre un corset ou opérer. Voilà, et j'en ai terminé. J'ai été assez long, je m'en excuse. J'essaie de passer, pardon. La dernière chose, c'est que on a parlé du myélome, donc le plasmocyte est cancéreux, il fabrique un excès d'anticorps, il a les complications dont on a parlé. Et puis, il y a deux stades qui sont pré-myélome ou pré-cancéreux, où on a aussi un pic, on a aussi des cellules anormales dans la moelle, mais elles ne sont pas encore au stade agressif. Donc, c'est ce qu'on appelle les MGUS, les gammapathides de signification indéterminée. Donc, un grand nombre de patients ont d'abord cet excès d'anticorps sans myélome, et puis un jour, ça progresse, la cellule devient vraiment anormale et progresse à un stade de myélome. Et puis un stade intermédiaire qui s'appelle le myélome indolent, myélome dormant. On a un excès de cellules dans la moelle, on a un pic, mais on n'a pas de complications. Et dans ces cas-là, alors le pic est plus important et le nombre de cellules dans la moelle est plus important que pour les premiers stades dont je parlais, les MGUS, mais c'est des stades aussi qu'on surveille de façon assez attentive, et un certain nombre de patients vont rester stables, d'autres vont évoluer vers un myélome. En tout cas, au stade de MGUS, au stade de myélome indolent, pour l'instant, il n'y a pas de recommandation de traitement hors essai thérapeutique. Et les patients qui sont suivis pour une MGUS ou un myélome indolent, le but de la surveillance, on sait qu'il y a un risque d'évolution vers un myélome, le but de la surveillance, c'est de dépister la progression avant qu'il y ait des complications pour pouvoir traiter au plus tôt. Voilà, j'espère avoir été assez clair. On va pouvoir revenir maintenant avec Laurent sur certains points si vous le souhaitez, et puis je vous remercie pour votre attention. Si toutes les questions en ligne, quasiment, ont eu leur réponse, donc on peut peut-être ébaucher la discussion avec des questions que nous avons eues en ligne. Donc, sur les symptômes liés au myélome multiple, on nous a demandé comment faire pour éviter le retard au diagnostic observé chez certains malades, organiser une campagne de dépistage pour les personnes âgées de 70 ans confrontées à des douleurs dorsales, point d'interrogation. Oui, c'est une question compliquée, hein, parce que les douleurs dorsales, surtout effectivement à partir d'un certain âge,
tout le monde autour de vous, vous connaissez des gens qui ont un peu mal au dos, etc. Dans l'énorme majorité des cas, bon, c'est plutôt de l'arthrose, plutôt ce genre de choses. Maintenant, est-ce qu'on peut faire des campagnes de dépistage? Oui, alors la campagne de dépistage, bon, ça s'adapte plutôt à on va dire, des problèmes de santé publique avec des maladies très, très fréquentes. Après, bon, vous savez, quand on fait des études de médecine, on a beaucoup en fait de cours sur le myélome, hein, et on a un concours qui s'appelle le concours de l'internat. Régulièrement, très régulièrement, il y a des questions en fait sur le myélome. Donc, globalement, tout médecin, quelle que soit sa spécialité, a été sensibilisé en tout cas à cette maladie et connaît au moins un petit peu au moins de noms, notamment. J'entends surtout pour les médecins généralistes, hein, qui vont souvent être un petit peu au premier plan, mais ils connaissent cette maladie. Après, il ne faut pas oublier qu'un médecin généraliste, dans sa carrière de médecin généraliste, il verra peut-être 1 ou 2 personnes avec un myélome, pas plus, hein. Donc, il y a aussi ce côté un petit peu quand même qui reste une maladie qui n'est pas fréquente. Mais c'est sûr qu'on essaie d'éviter au maximum le retard diagnostique. Attends à ce que l'évolution des pratiques et la facilité des examens probablement fait que de plus en plus rapidement, on arrive effectivement à diagnostiquer quand même les myélomes. Il y a juste un élément, c'est que la fréquence des MGUS, ces fameux pics dans la population générale, c'est très très fréquent dans la population générale. Chez les patients de 80 ans, c'est 10% de la population, alors que le myélome, qui est trop fréquent, c'est 5000 cas par an en France. Donc si on fait du dépistage, on va trouver plein de pics, on va embêter les patients, on va les stresser, pour un bénéfice qui sera très très faible, à mon sens. Très bien, je vous remercie. Beaucoup de questions, comme à chaque session, sur les causes possibles. Donc, le lien entre myélome multiple et les professions exposées à la radioactivité, aux pesticides, aux produits chimiques, aux possibilités de cas familiaux. Et le professeur Loiseau avait évoqué les premières réponses apportées par l'étude Agrican. Comment pensez-vous qu'on puisse aller plus loin? C'est un peu le suivi, c'est un peu effectivement, au fur et à mesure, on aura peut-être un petit peu plus de cas et de liens de causalité entre certains, on va dire, facteurs environnementaux et autres. Pour l'instant, oui, on commence à avoir des pistes. Après, il y a certaines choses dont on sait que c'est plus souvent lié. En tout cas, on retrouve plus souvent de pics monoclonales ou de myélome. C'est des études plutôt en général nord-américaines qui ont montré ça. On sait que la population africaines des États-Unis sont plus sujettes aux gammapathie, au myélome, l'obésité également. Donc voilà, on sait qu'il y a certains facteurs de risque qui ont déjà été clairement identifiés. Après, bien sûr, ça va être un peu le suivi. Est-ce que, oui, certaines zones agricoles fortement impactées par tout ce qui est engrais, comme on le voit, par exemple, avec une autre maladie qu'on reste dans le cadre de l'hémato, qui s'appelle le lymphome, un certain type de lymphome qu'on appelle le lymphome folliculaire, où on sait que, par exemple, les engrais, les pesticides et les engrais qui sont utilisés dans certaines régions augmentent ce risque-là. Dans le myélome, on n'a pas encore tout à fait ça. Et la question du stress intense, non, le stress n'est pas cause, c'est pas ce qui cause le myélome. Par contre, ça pourrait expliquer peut-être une poussée, mais de quelque chose qui existait peut-être déjà un petit peu, qui était peut-être à ce moment-là quiescent, et peut-être que le stress a favorisé quelque chose. On pourrait dire que le stress, en tout cas, soit la cause directe, en tout cas, du myélome. Il y a un élément, un complément, c'est que je crois que ça fait 2 ou 3 ans quand même que le myélome fait partie maintenant des maladies professionnelles pour les patients exposés aux pesticides. Oui. Mais il faut être exposé de façon très prolongée. C'est-à-dire, c'est vraiment les agriculteurs qui travaillent au quotidien. C'est pas une personne qui habite près d'un champ où le voisin éponge ses pesticides 1 fois ou 2 fois dans la semaine. Ça va pas le faire. Il faut vraiment être le nez dedans. Donc, c'est vraiment pour les agriculteurs uniquement. Mais il y a cette reconnaissance, mais c'est la seule, à ma connaissance, cause qui est reconnue comme cause professionnelle, en tout cas. Oui, et je crois qu'ils ont renoncé à énumérer la liste des produits chimiques concernés et que maintenant le texte de loi dit simplement pesticides, sans précision supplémentaire, donc ce qui semble marquer quand même une évolution dans la reconnaissance. Je reviens sur les vaccins, même si les questions qui ont été posées en ligne ont obtenu une réponse, mais peut-être que certaines personnes sont sur le chat et n'iront pas nécessairement voir les questions. Beaucoup de gens
pose la question du vaccin contre la grippe et aussi de la nécessité, toujours et encore, du vaccin contre le Covid, avec, j'ai vu passer des réticences. Pourquoi nous fait-on faire un vaccin contre le Covid alors qu'on est déjà fatigué et en système immunitaire déficient? Donc, si on pouvait reprendre pour que tout le monde ait accès aux réponses. Non, mais globalement, il faut se faire vacciner. Hein. Vous ne prenez aucun risque hein, pour le vaccin. Le seul risque, à la limite, que vous prenez, c'est peut-être que ça soit un peu moins efficace. Vous avez raison par rapport au fait que votre système immunitaire est un petit peu plus faible. Mais ok, mais c'est mieux que rien de toute façon. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut se faire vacciner, les 3 doses. Et puis surtout, on insiste bien, c'est vacciner votre entourage hein, qui est important parce que c'est avec eux que vous vivez. Hein. Donc souvent, voilà, la transmission, c'est intrafamilial. Donc je pense que c'est important. Vous posez pas 10 000 questions. Honnêtement, je pense que le vaccin, bien sûr, il y a quelques cas où ça a été décrit avec des effets secondaires, mais c'est exceptionnel. Le bénéfice est largement supérieur effectivement pour la vaccination, donc ne vous posez pas cette question. Maintenant, c'est vrai qu'on sait que peut-être que la réponse des anticorps au vaccin anti-Covid est peut-être un petit peu moins élevée quand on est traité, quand on a pic monoclonal. Et donc, oui, c'est de toute façon toujours mieux que rien. Et c'est pareil pour le vaccin, bien entendu, de la grippe. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la maladie, que ce soit la grippe ou le Covid, et infiniment, il y a beaucoup plus de risques de faire une forme grave de grippe ou de Covid quand un patient a une maladie qui diminue l'immunité, que ce soit le myélome ou d'autres maladies. Hein, il n'y a pas que le myélome. Et donc, le risque du vaccin est largement inférieur aux bénéfices attendus de protection contre ces maladies graves. Sur les différents types de myélome, je crois que le professeur Decaux a parfaitement répondu à la fois sur le amylus et sur les différents types en passant les diapos avec les schémas. Donc, une question un petit peu plus pointue sur les examens réalisés au diagnostic. Donc, au-delà des examens traditionnels proposés lors du diagnostic, des questions sur la place du PET scan dans le suivi des malades. Alors, oui, c'est vrai que le PET scan, maintenant, il est validé. Hein, donc, on l'utilise à différents stades de la maladie. Au diagnostic, c'est l'examen qu'on peut réaliser pour justement détecter s'il y a ce qu'a expliqué tout à l'heure Olivier, c'est-à-dire ces fameuses lésions lithiques au niveau des os. Il faut savoir qu'il y a quand même une limite au PET scan, qu'on estime qu'à peu près 10% des personnes ne vont pas être positives au PET scanner, alors que pourtant, il y a quand même des lésions. Alors, c'est le traceur, vous savez, c'est un traceur qui est marqué avec du glucose, qui ne pénètre pas dans certaines cellules, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça peut arriver. Mais globalement, c'est un examen qu'on propose de plus en plus, ça a plusieurs intérêts, notamment, c'est tout le corps, hein, donc avec un PET scan, on voit tout le squelette en une fois, et ça, c'est quand même plus intéressant que de faire différentes radios. Voilà. On a aussi le scanner low-dose, bien entendu, qu'on peut réaliser. Et on sait aussi que le PET scan peut être utilisé pour évaluer la réponse en plus du pic monoclonal qu'on a vu tout à l'heure ou des chaînes légères, que voilà, à partir du moment où en plus on répond bien sur ce fameux pic et que s'il y avait des lésions initialement au PET scanner qu'on ne retrouve plus sur le PET scanner, ça c'est également plutôt positif. Hein. Donc c'est plutôt ce qu'on dit favorable en tout cas, et que la réponse elle est très bonne. Après, comme je le disais, j'insiste toujours dessus, c'est que chaque centre a ses habitudes. L'objectif de l'imagerie osseuse, c'est de dépister des lésions osseuses. Donc pour le diagnostic, on a besoin de savoir s'il y a des lésions osseuses, on a besoin de savoir s'il y en a qui sont menaçantes, qui peuvent casser, et ça nous arrive de mettre en place des corsets, d'opérer parfois, par exemple le bras que je montrais tout à l'heure, ce patient a été opéré pour éviter qu'il casse, donc ça c'est important. Et puis après, quand le myélome rechute, on a besoin de faire de l'imagerie pour voir s'il y a de nouvelles lésions osseuses, et donc chaque hôpital a ses habitudes. Alors c'est vrai que le TEP scan est vraiment intéressant parce qu'au-delà, malheureusement, quand des lésions osseuses existent dans le myélome, même si on traite la maladie, les lésions vont rester avec le temps, elles ne vont pas diminuer. L'os est abîmé et il reste abîmé. C'est comme la charpente d'une maison qui est détruite par un incendie. C'est une image que donne souvent Cyril Touzeau. Même si on éteint l'incendie, la charpente est abîmée, elle reste abîmée. Par contre, l'intérêt du TEP scanner, c'est justement par rapport aux autres, c'est de montrer si les lésions sont encore actives ou pas, et ça va avoir un intérêt pronostique. Mais
même si le TEP scanner est validé, il n'est pas accessible dans tous les centres et je pense vraiment que l'essentiel, c'est d'avoir de l'imagerie osseuse qui est bien interprétée par des radiologues et donc chaque centre a ses habitudes. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'on peut bien prendre en charge un patient avec un myélome sans faire de TEP à partir du moment où on fait des imageries régulières. Si on a le TEP, c'est super, mais je pense vraiment qu'on peut, dans certains cas, dans certains centres, très bien prendre en charge des patients, même si on n'a pas de TEP scanner. C'est vraiment important pour moi d'insister là-dessus. Quelle conduite tenir si nous sommes diagnostiqués Covid+. On t'entend pas, Laurent, si tu parles. Je pense que là, vous allez mieux m'entendre, c'est sûr. Vous m'entendez, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, plusieurs cas de figure déjà. Quels symptômes vous avez? Comment on vous a dépisté en fait pour le Covid? Est-ce que c'est un dépistage parce que vous voulez partir en vacances et que vous avez fait une PCR ou un certain chose? Ou est-ce que vous avez des symptômes? De toute façon, il faut prévenir, quoi qu'il aille, votre médecin qui vous suit habituellement, ça c'est important pour savoir effectivement la prise en charge. Et ce qu'on fait de plus en plus, mais là, ça dépend aussi de la disponibilité, c'est qu'on sait si vous êtes vacciné, que vous êtes Covid+, qu'on vient de détecter, alors que soit vous commencez à avoir des symptômes, ça fait 2 jours, 2 ou 3 jours, ou pas de symptômes et vous venez d'être dépisté. Dans certains cas, justement pour prévenir et éviter les formes graves qu'on redoute un petit peu sur la Covid, c'est les fameux anticorps monoclonaux qui existent, qui peuvent s'administrer une fois par mois, ou en tout cas une fois pour justement prévenir cette forme un peu sévère de Covid. Donc, quelle conduite à tenir si vous êtes diagnostiqué Covid+? Vous appelez votre médecin hématologue qui vous suit habituellement et il vous répondra sur en tout cas les démarches nécessaires à faire dans votre cas. Petit retour en arrière sur les questions vaccins. Dans les questions en ligne, une patiente demande si vous conseillez une marque de vaccin anti-grippe plutôt qu'une autre pour les patients atteints d'un myélome. Non, pas à ma connaissance, ils sont tous équivalents, enfin, il n'y a aucun souci. Tout à fait. Nous avons traité les questions très vite, puisqu'il nous reste encore largement assez de temps pour développer certains éléments de la discussion. Donc, je propose au professeur Decaux ou au docteur Frenzel de revenir peut-être sur certains aspects qui leur paraissent particulièrement importants ou pertinents. Je suis en train de regarder les questions. Pareil aussi, ouais. Alors, il y a une question sur l'os, parce que je parlais tout à l'heure, l'os ne se répare jamais. Comme je disais, malheureusement, l'image de Cyril Touzeau, moi, je la trouve très parlante. C'est vraiment comme un incendie qui détruit la charpente d'une maison. On éteint l'incendie, la charpente reste abîmée. Et malheureusement, quand on regarde, qu'on fait des scanners répétés, les lésions osseuses restent. Alors, on voit quand même qu'il y a des lésions qui se consolident un peu parfois. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on met un traitement efficace contre la maladie, les lésions osseuses arrêtent de progresser. Ça, c'est vraiment important. Et donc, voilà, ça, c'est l'élément le plus important. Et après, fort heureusement, même s'il y a une fracture osseuse, par exemple, une fracture de vertèbre, ce qu'on appelle un tassement de vertèbre, au bout d'un moment, la vertèbre va quand même se consolider, la douleur va le plus souvent diminuer, disparaître. Alors, malheureusement, pas chez tous les patients, mais on a quand même une amélioration fonctionnelle, en tout cas, qui apparaît. Par contre, la fragilité osseuse peut rester vraiment assez longtemps et chez certains patients, ça peut être une vraie difficulté. Donc, l'objectif, c'est vraiment, quand on peut, avoir un diagnostic le plus précoce possible pour avoir une prise en charge avant l'apparition de lésions osseuses graves, évidemment. Ouais, pour compléter ce que vient de dire Olivier sur justement l'os, il y a une question sur quel type d'activité physique peut-on aider pour soulager les douleurs osseuses. Oui, en fait, c'est important justement pour, un peu comme on l'a vu sur le remodelage osseux, là, les cellules qui refabriquent de l'os, c'est de les stimuler. Et une façon de les stimuler, alors bien sûr, pas trop exagérer non plus, mais c'est l'activité physique, le fait de marcher, de faire vibrer, ce qu'on appelle vibrer l'os, entre guillemets, fait que voilà, au bout d'un moment, l'os va effectivement se régénérer et refabriquer. Alors, comme l'a dit Olivier, une lésion lithique, est-ce qu'elle va complètement se reboucher? Non, c'est compliqué en fait, ça c'est assez compliqué. Après, ce qui est important, c'est que voilà, qu'il y a l'os, il y a aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire les muscles, les tendons, etc., qui
puisse prendre le relais pour limiter justement ces douleurs. Souvent, vous avez eu des tassements de vertèbres ou des lésions au niveau du dos. Au bout d'un moment, ces lésions elles vont plus faire mal parce qu'elles sont plus actives, mais par contre vont entraîner des dérangements. Le dos va plus avoir une forme tout à fait normale. Et ça, c'est vraiment l'activité physique dans la mesure du possible qui va permettre de récupérer parce qu'on va refaire du muscle, on va refaire tout ça. Et ça va par contre être très efficace pour soulager les douleurs. Alors, c'est sûr que ça demande un certain temps, mais voilà, systématiquement, moi souvent, mes patients oh, non, ça sert à rien, moi, je préfère rester au lit. Quand j'insiste, au bout d'un moment, au fur et à mesure qu'on reprend la je dis, ah oui, effectivement, ouais, j'ai quand même moins de douleur. Par exemple, avec des kinés, hein, avec la kinésithérapie, par exemple. Alors, permettez-moi juste d'intervenir pour un commentaire et également pour relayer quelques questions. Alors, le commentaire, il est possible que certains d'entre vous ne voient pas l'onglet questions, mais si vous le voyez, je vous invite vraiment à le privilégier pour poser vos questions, puisqu'il y a un certain nombre de questions qui arrivent dans le chat. Donc, j'invite également Laurent Frenzel et Olivier Decaux à regarder du côté du chat. Ça, c'est le commentaire. Donc, si possible, merci d'utiliser l'onglet questions. Et puis, alors, pour relayer effectivement les questions, donc l'une d'entre elles, par rapport au sport, c'est une question assez large. Hein. Le sport est-il recommandé? On a probablement la réponse, mais je vous laisse quand même intervenir là-dessus. Oui, c'est recommandé. Après, il faut s'adapter à ce qu'on peut faire. Bien sûr, il y a certains sports que vous n'allez pas spontanément faire parce que vous dites, bon, là, quand même, je ne peux pas faire ça. Mais il y a plein effectivement de programmes d'APAP, hein, d'activités pour effectivement sportives adaptées. C'est le centre de Strasbourg notamment qui avec Cécile Zanta qui a fait pas mal de choses là-dessus très intéressantes sur justement les propositions d'activités sportives comme de la boxe par exemple. Ça paraît complètement la boxe, mais oui, mais c'est la boxe bien sûr, c'est pas des combats, mais ça se passe très bien et je crois que les personnes qui participent à ça sont tous très contentes de faire ces activités-là. Donc oui, il faut faire du sport. Maintenant, il faut aussi adapter à vos possibilités, bien sûr, d'activités sportives. Je pense qu'on en discutait, bien sûr, avec votre médecin. Faire de la kinésithérapie derrière, mais voilà. Mais en tout cas, oui, il faut rester en tout cas plutôt sur une envie, en tout cas, de garder une certaine activité adaptée, bien entendu, à vos possibilités. Je ne sais pas si Hervé, vous avez d'autres questions à nous poser. Oui. Alors, une question alors des questions de Josiane, de Fabien. Alors, donc il y a une question qui est, voilà, après plusieurs chimiothérapies, le pic tumoral remonte à chaque arrêt de chimio. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Malheureusement, pour l'instant, le myélome multiple est une maladie qui rechute et qui rechute, on va dire, presque toujours et de façon répétée. Donc après, ça veut dire que quand la maladie rechute sous un traitement, ça veut dire que la maladie devient résistante à ce traitement-là et qu'il faut passer à une autre ligne de traitement. Donc on a fort heureusement beaucoup de traitements aujourd'hui, beaucoup de traitements qu'on est capable de cumuler pour mettre ce qu'on appelle des bithérapies, des trithérapies, maintenant des quadrithérapies. Mais voilà, c'est malheureusement l'évolution de la maladie et le pic nous aide à suivre l'évolution de la maladie. Et il est certain que quand le pic remonte, ça veut dire qu'en tout cas, le traitement en cours n'est plus efficace. Alors parfois, ça survient à l'arrêt du traitement. Alors c'est vrai que dans le myélome, de plus en plus, on fait des traitements qu'on appelle jusqu'à progression. Globalement, mis à part le traitement initial des patients jeunes qui sont autogreffés, on arrête au bout de 3 ans avec l'autogreffe, le traitement d'induction, l'autogreffe, le traitement de consolidation et puis la maintenance pendant 2 ans à peu près. Autrement, à la rechute ou chez les patients plus âgés, on a tendance à faire des traitements qu'on appelle jusqu'à progression, c'est-à-dire qu'on les poursuit tant que ça marche et tant que c'est bien toléré. Il n'empêche que parfois on arrête parce que le patient en a marre, parce que la tolérance n'est pas très bonne. Ce qui va compter, c'est la vitesse à laquelle la maladie repart quand on arrête le traitement. Une maladie qui repart 2 mois après l'arrêt d'un traitement, c'est une maladie qu'on considère malgré tout comme résistante au traitement qu'on a arrêté, parce que 2 mois, c'est trop court. Un patient qui aurait pris 2 ans un traitement, si la maladie revient 2 mois après, c'est que manifestement, il y avait des cellules qui étaient un peu résistantes qui restaient. Par contre, quand on voit des rechutes 1 an ou 2 ans après l'arrêt d'un traitement, voire plus, là, ça veut dire que la maladie n'est pas résistante au traitement précédent et on peut, dans certains cas, réutiliser certains traitements. Mais c'est l'évolution, malheureusement, naturelle de cette maladie. La rechute fait partie de l'histoire naturelle de cette maladie, malheureusement. On essaye de la repousser le plus possible et on la repousse de plus en plus. Les traitements modernes qu'on donne en première ligne nous permettent d'obtenir des périodes sans rechute qui sont considérablement plus élevées que ce qu'on avait il y a 10 ans ou 15 ans, même il y a 2 ans. Mais malheureusement, on reste face à une maladie qui rechute.
Parfait. D'autres questions, notamment pour une personne qui est en rémission et qui nous dit, voilà, j'entends parfois, j'ai une sensibilité particulière sur mes os, je les entends craquer. Est-ce que je dois m'en inquiéter? Alors, non, les craquements ne sont pas forcément inquiétants. Très souvent, tout le temps, vous faites craquer vos articulations, ce genre de choses. Ce n'est pas du tout inquiétant, parce que c'est de l'air qui se chasse des articulations qui font ce bruit-là. Donc, non. Après, comme je dis, il faut bien sûr reprendre une activité justement pour essayer de faire disparaître au fur et à mesure ces douleurs, cette gêne, ce qui va effectivement être très efficace sur la remusculation. Mais ce n'est pas forcément inquiétant d'entendre effectivement ces articulations ou ces os craquer. Ce qui doit inciter à être vigilant, il faut pas être obsessionnel, mais ce qui doit inciter à être vigilant, c'est une douleur qui apparaît à un endroit et qui reste plusieurs jours. Parce que là, on peut se poser des questions. Et c'est vrai que la douleur chez des patients atteints de myélome a toujours une connotation. Les os, les patients savent que le myélome touche les os. Donc, tout ce qui touche les os, que ce soit des symptômes à titre de craquement ou de douleur, va les inquiéter. Nous, en tant que médecins, c'est vrai que si un patient nous dit qu'il a une douleur qui est là depuis quelques jours, qui est apparue sans facteur déclenchant, qui persiste, par prudence, on a tendance à faire de l'imagerie pour être prudent. Mais c'est vraiment quand la douleur est localisée, qu'elle reste au même endroit, les craquements, des douleurs un peu diffuses, des matin, vous vous réveillez avec un mal au poignet, le lendemain, c'est l'autre poignet, le surlendemain, c'est une cheville. Ça, c'est pas inquiétant du tout. Le myélome, il se balade pas comme ça. Quand il donne une lésion qui fait mal, ça fait mal au même endroit tout le temps. Donc, c'est vraiment le caractère systématisé et localisé d'une douleur qui doit inciter à être prudent, pas forcément à être très inquiet, mais à être prudent en tout cas. Alors, aussi une question par rapport à des thérapies complémentaires, et je pense en particulier, puisqu'elles ont été évoquées, à des techniques de relaxation de type Qigong, Tai Chi, yoga, etc. Peut-être pour vous interroger de manière générale sur ce que vous pensez de ces thérapies complémentaires, si tant est qu'on puisse les appeler de cette manière-là. Bah oui. Nous, on a des programmes pareils, hein, donc pour les personnes qui sont suivies, par exemple, chez nous en hôpital de jour, de tai chi, de yoga. Pareil, c'est un succès, hein, je veux dire, ça c'est évident. Donc, c'est plutôt clairement favorable à ça. Après, c'est toujours dans la mesure de ce que vous pouvez faire, hein, bien entendu. Hein, mais non, clairement, quand on revient, donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous pouvez faire de l'activité physique, c'est mieux. Non, je suis entièrement d'accord. Moi, je défends ces thérapies, ces thérapies, en tout cas, ces techniques qui font un bien fou physiquement, moralement, psychiquement, qui aident les patients à se relaxer, à récupérer de l'énergie. C'est des mouvements doux, donc c'est accessible à beaucoup de personnes, sous réserve, effectivement, ce que disait Laurent. Il faut pas qu'il y ait de fragilité osseuse importante, parce que même si c'est des activités douces, ça fait quand même travailler le dos, ça fait travailler certains muscles. Donc, il faut l'accord du médecin. D'où l'importance des examens osseux, hein, qui permettent de dire, bah voilà, là, il y a une lésion menaçante ou pas menaçante, mais en tout cas, pour les personnes qui peuvent le faire, et c'est la majorité, moi, j'incite à faire ce type d'activité, c'est vraiment très bien. Alors, une question, même si elle anticipe une prochaine webconférence qui est liée aux douleurs neuropathiques. Nous allons quand même, je pense, y répondre, même si à la fois dans le MOOC et lors des prochaines webconférences, on reviendra bien sûr sur ces sujets-là. Et du coup, la question, c'était C'était comment remédier aux douleurs neuropathiques. Ah, comment, ouais. Un gros sujet, parce qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de traitements, malheureusement, qui entraînent ces neuropathies. Alors, déjà, une chose que nous, on fait en général, c'est qu'on essaie d'adapter déjà les doses, en fait, et les rythmes d'administration des produits dont on sait qu'ils vont provoquer de la neuropathie. J'entends par là le Valproate, par exemple, la thalidomide, un petit peu moins quand même le Revlimid, voilà, donc on essaie déjà d'adapter. Alors, une fois qu'elles sont là, du coup, on essaie encore plus d'adapter le traitement pour limiter effectivement la durée, pour soulager. Pour soulager, il y a plusieurs types de traitements qui fonctionnent. Donc, il y a tout ce qu'on appelle des anti-épileptiques, mais qui ne sont pas du tout utilisés à ces doses-là. Donc, le Lyrica, par exemple, pour le plus connu d'entre eux, qui marche, mais ça dépend des personnes. Donc, ça dépend aussi des doses qu'on utilise. Il y a aussi des antidépresseurs qu'on n'utilise pas du tout pour les doses pour la dépression, mais pour ces douleurs-là, on utilise à plus petite dose qui peuvent également fonctionner. Donc là, les morphines peuvent également aider, mais bon, on essaye si possible d'éviter pas trop, en tout cas pour les douleurs neuropathiques. Après, on revient toujours à la même chose, l'activité, bien sûr, l'activité physique si possible, donc le fait de marcher, de forcer en fait les nerfs à se régénérer.
comme je dis souvent, les nems vont se régénérer, ils font 1 millimètre par jour de régénération. Sauf que c'est toujours effectivement c'est toujours tout au bout de la jambe que voilà, il faut tout le temps pour que le nerf passe de l'eau dans toute la jambe, et ça met du temps, et en faisant de l'activité, ça effectivement favorise cette régénération. Alors, je signale juste que ce soit les essais cliniques, que ce soit l'aromathérapie, que ce soit l'activité ou les douleurs neuropathiques, tous ces aspects et bien d'autres vont être développés dans les modules suivants du MOOC. Donc, je vais passer à la conclusion de cette première partie. Et donc, je vous rappelle, pour ceux qui auraient oublié, de consulter l'onglet sondage. Et je voudrais, parce que là, je crois qu'on est 2 à essayer d'agir sur les diapos, je voudrais la diapo 28, s'il te plaît, Hervé. Elle est là. Merci. Donc, nous revenons encore et toujours sur le MOOC. Si nous insistons autant, c'est parce que dans le MOOC, vous avez beaucoup d'informations qui ont été développées brillamment ce soir par nos intervenants. Plusieurs personnes l'ont souligné, qu'ils remerciaient pour la clarté des explications en particulier. Dans le MOOC, vous trouverez les mêmes schémas, les mêmes graphiques, des vidéos et des explications, encore une fois, qui vous permettent d'aller à votre rythme. Une webconférence, il faut s'accrocher, monter dans le wagon et puis on ne peut descendre qu'à la gare. Le MOOC, c'est un parcours pédagogique qui s'adresse aussi bien aux malades qu'à leurs proches, qui va vous permettre, donc nous l'avons dit, d'obtenir des informations fiables et actualisées sur la maladie, sur les traitements, sur l'état de l'avancement de la recherche, qui va vous permettre à la fois au travers des documents que nous vous proposons, mais aussi au travers des échanges que vous pourrez avoir entre vous et avec les tuteurs, de mettre en perspective l'impact de la maladie sur la vie quotidienne et sur vos relations avec votre entourage, et enfin d'échanger avec vos pairs et les 26 tuteurs bénévoles qui sont mobilisés cette année pour échanger avec vous sur tous les sujets sur lesquels vous voudrez nous interroger. Comment accéder gratuitement au MOOC? Attention, il ne faut pas aller sur le portail de la F3M, mais sur le site Action Myélome, qui s'affiche actuellement à l'écran. Sur ce site, vous retrouverez toutes les actions que nous organisons, que ce soit le MOOC, que ce soit les webconférences et le replay des webconférences, que ce soit les JNM. Donc, il vous suffit de créer un compte une fois pour toutes sur ce portail, de vous y connecter et, en ce qui concerne donc le MOOC, de cliquer sur « Participer au MOOC ». Il est toujours possible, même si le MOOC a commencé il y a quelque temps, de s'inscrire. Il est toujours possible de le débuter. Il sera encore possible de le débuter dans 1 semaine ou dans 10 jours. N'oubliez pas que vous pouvez le faire à votre rythme, encore une fois. Dans les choses à ne pas oublier, je me répète, mais bis repetita, se présenter dans participants et tuteurs à l'étape 1-3, répondre au sondage sur les ateliers découvertes à l'étape 1-5 et pour déterminer, pour mesurer l'évolution de vos connaissances et de vos savoir-faire, répondre au questionnaire d'auto-évaluation à l'étape 1-7. Ce questionnaire, nous vous le reproposerons à la fin du MOOC
et il vous permettra de voir de quelle manière vous avez pu avancer et acquérir des connaissances. Pensez à finaliser votre module 1. Cette étape doit être faite si vous souhaitez obtenir un certificat. Et cela vous permet également de mesurer vos progrès. Le module 2, consacré au traitement du myélome, ouvre le mardi 2 novembre. Il y aura donc une troisième webconférence sur les traitements du myélome le mardi 9 novembre. Bref, gardons le rythme, parce qu'il est vrai que depuis la JNM, pour ceux qui ont assisté à l'ensemble de nos manifestations, le rythme a été assez serré et bien sûr, ne lâchons rien face à la maladie. Avant de vous quitter, je signale que nous avons eu pendant un long moment plus de 200 participants connectés. Je tiens à dire à tous et à tous ceux qui ont participé un grand merci au nom de la F3M, ainsi qu'au nom de toute l'équipe Edutera pour votre présence et votre implication. Je n'ai pas compté les questions, mais elles ont été très nombreuses. Au nom de la F3M, je tiens aussi à remercier l'équipe Edutera et Hervé, Cyril, Audrey, Alexandre, pour leur accompagnement, leur sérieux, leur sourire, leur gentillesse. C'est eux qui sont chargés de la tuyauterie et croyez-moi, nous leur donnons bien du travail. Je remercie le professeur Docco et le docteur Frenzel en soulignant, comme l'ont fait plusieurs participants, la clarté des explications qui ont été fournies ce soir. Donc, un grand merci à vous deux. Un bonsoir à tout le monde. Portez-vous bien, prenez soin de vous, faites-vous vacciner et à très bientôt. Bravo Cathy, merci. Merci. Merci Cathy, merci beaucoup. Merci, ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore. Ah, des félicitations qui nous viennent de partout. Ne boudons pas notre plaisir avant le repas, le repas de ce soir. Donc, un grand merci vraiment. Et toujours une audience extrêmement forte. N'oublions pas d'aller sur le MOOC pour le module sur les traitements et à bientôt pour la prochaine webconférence.